Alors, merci Martin. Écoutez, l'objectif aujourd'hui, c'est de délimiter l'exercice de la fiscalité en prenant en considération qu'il y a différentes professions, différentes personnes qui agissent dans la sphère de la fiscalité. Et évidemment, je crois que c'est important que chacune des personnes, nous fiscalistes, qu'on comprenne nos limites en fonction de ce qui est prévu au niveau de notre ordre professionnel, si c'est le cas. Et s'il n'y a pas une ordre professionnelle, bien, où sont ces limites? Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est ce qu'on va passer en revue avec moi et Maître Aoui. Et évidemment, vous allez voir dans le cadre de la présentation, ce qui va être évident, c'est qu'on va voir le rôle de l'avocat, du notaire, du CPA, qui, eux, ont un statut particulier à titre de professionnel, mais on va mettre beaucoup d'emphase pour ceux et celles qui ne sont pas avocats, notaires, voire même CPA. Quelles sont vos limites? Hein? Il y en a beaucoup de fiscalistes qui œuvrent ici au Québec, qui ne sont pas membres de l'une de ces ordres professionnels-là, et je crois que c'est important aux gens de la communauté de bien comprendre. Évidemment, ça implique qu'on va devoir aller voir le cadre juridique, d'où la raison qu'on a Réa ici qui est avec moi aujourd'hui, qui nous vient du barreau du Québec, qui est un peu le chien de garde, si vous me permettez l'expression, de s'assurer qu'il y a des gens qui ne mettent pas les pieds dans la fiscalité ou qui donnent des opinions fiscales alors qu'ils ne peuvent pas le faire dans les circonstances. Donc, je suis très enchanté que Réa Aoui soit avec nous aujourd'hui, qui va pouvoir évidemment bien nous éduquer sur le sujet. Peut-être l'élément que je crois qu'il va être important de bien comprendre, vous allez voir, on va entrer dans le vif du sujet dans quelques instants, c'est toute la question de savoir qui peut faire une consultation avis juridique, d'un côté, et de l'autre côté, qui est limité à ce qu'on appelle des communications d'informations juridiques. Ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, on est dans une zone grise, mais vous allez voir que cette question-là, elle est très importante. Elle est très importante pour vous. Alors, différents sujets qu'on va passer en revue aujourd'hui, donc évidemment les professions du domaine fiscal, tous les actes réservés aux membres du barreau, ceux qui sont réservés, on va aller rapidement avec ceux qui sont réservés aux notaires. On va parler au numéro 4, la reconnaissance qui est tout à fait unique au Canada. La loi sur le barreau prévoit un statut particulier aux comptables CPA qui leur permet, entre autres, d'œuvrer dans le domaine de la fiscalité. Okay? Ça, c'est très particulier parce qu'on n'a pas ça dans toutes les provinces au Canada. On va passer à travers la jurisprudence, en fait, Réa va passer à travers la jurisprudence pertinente qui vont porter sur la question d'avis juridique versus communication d'informations juridiques. Et on va faire le point au numéro 6, de vous donner des exemples pour vous qui n'êtes pas des avocats, ni notaires, ni membres comptables, donc CPA, de vous donner des exemples dans quoi vous pouvez faire vos activités. Alors, quelles sont vos limites et qu'est-ce qui n'est pas permis essentiellement pour vous? On va regarder brièvement ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes et finalement, Maître Aoui va terminer en ce qui concerne le rôle et les outils du barreau du Québec pour assurer la conformité qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, rapidement, le Code des professions du Québec établit deux catégories de professions. Il y a ce qu'on appelle les professions à titre réservé où essentiellement l'ordre professionnel est constitué par lettre patente. Et ce qui est prévu essentiellement, c'est que toute personne qui œuvre dans cette profession-là, bon, il doit être titulaire d'un permis qui est fourni par son ordre professionnel. Ça, c'est un type de profession. Je n'irai pas plus loin parce qu'évidemment, ce ne sont pas des gens qui œuvrent dans le domaine de la fiscalité. L'autre type de profession, c'est celui qu'on connaît très bien, ce sont les professions d'exercice exclusif, c'est-à-dire qu'il y a une loi ici au Québec
qui est donc un ordre professionnel qui est constitué par une loi particulière. Et à même la loi, on énonce les différentes activités professionnelles qui sont réservées. C'est le cas des avocats, c'est le cas des notaires et c'est le cas des comptables. Et lorsqu'on regarde les différents intervenants du domaine de la fiscalité, à mon sens, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui qui exercent la fiscalité par l'entremise de leur profession, qui est une profession à exercice exclusif, c'est-à-dire les avocats, notaires, CPA. Il y a ceux qui exercent la fiscalité par l'entremise de ce qu'on appelle une activité à titre réservé, par exemple les planificateurs financiers. Et au numéro 6, il y a tout ce qu'on appelle les activités non réglementées. Le plus bel exemple, quant à moi, c'est un juriste. Un juriste qui n'est pas membre du barreau, mais qui exerce dans le domaine de la fiscalité parce que, par exemple, il a fait sa maîtrise en fiscalité et pratique dans le domaine de la fiscalité. Bien, lui, il se retrouve dans une situation où, évidemment, on peut le décrire comme étant dans une activité non réglementée. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas un cadre juridique, législatif qui s'applique à lui, puis évidemment, Réa va être en mesure d'en parler. Oui, donc les actes qui sont réservés aux avocats. En matière de droit fiscal, c'est sûr que les avocats détiennent tous les privilèges, donc ils peuvent faire tous les actes. Maintenant, les actes qui sont réservés aux avocats, donc que les non-avocats ne peuvent pas faire, sont énoncés à la loi sur le barreau. Le plus important, et ici, ce sur quoi on va passer le plus de temps, c'est le fait de donner des consultations et avis d'ordre juridique. Maintenant, qu'est-ce que c'est un avis d'ordre juridique? On va y revenir. Ensuite de ça, préparer des procédures destinées à servir devant le tribunal. Ensuite de ça aussi, il y a quelque chose qui peut être pertinent, c'est tout ce qui a rapport à la constitution, l'organisation, donc l'incorporation d'une personne morale, incluant le fait de rédiger des résolutions. Plaider ou agir devant le tribunal, ça c'est l'acte réservé le plus connu pour les avocats. Et il y en a 2 autres, et puis celui que je trouve important à mentionner aussi, c'est le dernier, en fait, là, c'est le fait de préparer et de transmettre des lettres de mise en demeure. Donc, tous ces actes-là sont réservés aux avocats. Donc, les non-avocats ne peuvent pas effectuer ces actes-là. Maintenant, on appelle ça de l'exercice illégal lorsqu'un non-avocat exerce ou fait ces actes-là. Il y a plusieurs façons d'exercer illégalement la profession d'avocat. Je n'irai pas en détail. C'est sûr que c'est le fait de faire les actes, c'est exercer illégalement, mais aussi, j'attire votre attention sur l'infraction qui est agir de manière à donner lieu de croire que la personne est autorisée à remplir les fonctions d'avocat ou à en faire les actes. Donc, des fois, il ne suffit pas de commettre l'acte, mais d'agir de manière à donner lieu de croire. Donc, on fait comme si on pouvait le faire sans nécessairement le faire. Il y a plusieurs façons de faire ça. On peut prétendre faire un acte sans nécessairement le faire, et là, il y a une infraction spécifique qui est prévue pour ça. On peut passer à la prochaine. Merci, Vincent. Donc, l'article 136 de la loi sur le barreau énonce une série de présomptions, et ces présomptions-là, lorsqu'elles se trouvent dans un cas, la personne est considérée agir de manière à donner lieu de croire. L'exemple le plus frappant peut-être, ou le plus simple, ce serait de vous dire, c'est le 136E, là, donc publier, annoncer ou faire savoir par toutes sortes de déclarations qu'on accomplit ou on fait accomplir toute affaire légale. Donc, le fait d'annoncer, par exemple, des services de nature juridique, ça pourrait constituer une infraction d'agir de manière à donner lieu de croire. OK, ça m'amène à parler des actes réservés aux notaires. Donc, au même titre que la loi sur le barreau, la loi sur le notariat prévoit, en vertu de certains articles, là, que le notaire est un conseiller juridique habilité à donner des avis et des consultations d'ordre juridique qui incluent essentiellement la fiscalité. Donc, la loi sur le notariat prévoit également que le notaire est apte évidemment à donner des avis juridiques en matière de fiscalité.
Point important à mentionner également, c'est que le notaire a également l'autorité pour agir comme conseiller juridique en toutes circonstances, et même lorsqu'il y a déjà un litige qui a pris naissance. Finalement, comme Maître Aoui l'a mentionné, les notaires ne peuvent toutefois pas représenter un client en matière contentieuse. Ça, c'est strictement un acte qui relève de l'avocat. Comme qui a été mentionné il y a quelques instants, donc évidemment, l'exercice illégal de la profession de notaire, il y a différents éléments. Je n'irai pas dans le détail, mais c'est quasi semblable à ceux des avocats, parce que évidemment, je veux passer plus de temps sur la question des CPA et des personnes qui ne possèdent pas le statut d'avocat ni de notaire. Donc, les comptables. Nul doute que les comptables professionnels agréés sont des acteurs clés du domaine de la fiscalité. En fait, leur code, la loi sur les comptables professionnels le prévoit spécifiquement que les comptables peuvent œuvrer dans le domaine de la fiscalité, mais évidemment, ce n'est pas un acte qui leur est réservé, pas de soi. Hein? Évidemment, les avocats, les notaires également œuvrent dans le domaine de la fiscalité. J'ai mentionné il y a quelques instants, ce qui est particulier au Québec, c'est que la loi sur le barreau est venue prévoir, à mon sens, un statut qui est quand même privilégié, si on peut utiliser ce terme-là, au CPA comptable. Il y a tout un historique qui entoure pourquoi, dans la loi sur le barreau, on est venu prévoir, à l'article 141, que les comptables pourraient donner des avis, faire des consultations dans le domaine de la fiscalité. Bref, évidemment, fait qu'on a adopté, évidemment, des lois fiscales dans les années 10 et par la suite, dans les années 30 et 40 au Québec, a fait en sorte qu'on a eu besoin d'un nombre d'importants de professionnels pour assister les contribuables dans le domaine de la fiscalité. Et on a vite réalisé que tout simplement d'avoir les avocats à titre de professionnels, ce n'était pas suffisant. Donc, c'est essentiellement dans les années 50 où la loi sur le barreau a fait l'objet d'une refonte majeure pour préciser les actes réservés aux avocats à la suite de différentes décisions rendues par les tribunaux. Et il y a également l'article 6 de la loi qui est venu accorder pour la première fois aux comptables une exception quant au monopole que les avocats avaient sur la réalisation de consultations et d'avis d'ordre fiscal. Et donc, en 1954, l'article 6 a été adopté dans la loi sur le barreau, qui est venu prévoir que rien, donc tous les actes réservés, donc on a toute une série d'actes qui sont réservés aux avocats, mais par la suite, on avait l'article 6, qui est maintenant l'article 141, qui vient dire que rien dans l'article précédent et dans la loi elle-même n'interdit aux comptables, évidemment dans les limites des dites lois et amendements, de donner des avis et des consultations en fiscalité. Ce n'est pas seulement limité à la fiscalité, mais la fiscalité est identifiée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, c'est qu'à la fin même de l'article, on prévoit que le CPA, le comptable à l'époque, il pouvait également interagir avec les autorités fiscales dans le cadre d'un dossier où, évidemment, le comptable avait un client qui souhaitait contester une cotisation. Donc ça, c'est là, ici au Québec, depuis 1950. Maintenant, pour ce qui est de l'article 141 actuel, Maître Aoui. Oui, donc l'article 141 actuel, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, ça permet, c'est encore sensiblement la même version, là, donc on permet aux comptables professionnels agréés d'agir, de faire certaines choses. Donc, ils peuvent donner des avis et des consultations sur toute question d'ordre financier, administratif ou fiscal. On notera ici qu'on a omis le mot juridique, donc ici on parle d'un avis fiscal et non d'un avis juridique. De préparer et soumettre des projets d'administration, d'organisation, de réorganisation et de discuter avec les autorités en matière d'impôts. Et
Oui, c'est beau. Excuse-moi. Non, c'est beau. Donner des avis d'appel au ministère du Revenu. Oui. Ça, c'est... On peut Hey. passer. Oui, puis là, ça nous amène à la diapositive. Donc, on a fait le tour des lois, puis ça fait en sorte que lorsqu'on regarde, évidemment, l'exercice légal, ou voire même illégal, évidemment, de la profession de l'avocat, on distingue 3 types d'activités. Évidemment, il y a ce qu'on dit, puis Réa vient de faire la mention, l'avis ou la consultation d'ordre juridique. Ça, c'est un acte qui est réservé à l'avocat et le notaire. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est votre première catégorie. La deuxième catégorie d'avis ou de consultation, mais c'est celle qui touche la fiscalité. Hein? Et là, on réalise que dans le cadre législatif qu'on a, c'est l'avocat, c'est le notaire, mais c'est également le CPA. Le CPA est autorisé à émettre des avis d'ordre fiscal. Et finalement, si on sort du contexte d'un avis ou d'une consultation d'ordre fiscal, il y a tout ce qu'on appelle la communication d'informations juridiques. Et ça peut être fait par un nombre important de personnes. En fait, c'est par toute personne. Mais l'enjeu qu'on va aborder dans quelques instants, c'est en quoi ça consiste une communication d'informations juridiques. Parce que si je n'étais pas avocat, je pourrais communiquer une information juridique et je pourrais le faire en toute conformité avec la loi sur le barreau. N'est-ce pas, Réa? Exactement. Donc, l'enjeu, puis je l'ai souligné au tout début de ma présentation, c'est que, bien, pour s'assurer d'être conforme avec le barreau, il faut bien identifier c'est quoi un avis, évidemment, ou une consultation d'ordre juridique, voire même fiscal, pour le CPA, si on a à l'analyser, s'il déborde de son champ. Puis, évidemment, de voir si on peut, la personne, est-ce qu'elle fait un avis d'ordre juridique ou une communication d'information juridique. Donc, je vais passer en revue le peu de jurisprudence qu'on a sur la question. Alors, tout est une question de fait et de contexte quand on regarde si une personne a donné un avis juridique ou si elle a tout simplement communiqué de l'information. On comprendra, comme Vincent l'a dit, que s'il s'agit uniquement d'information, il n'y a pas de problème, n'importe qui peut le faire. Alors, il y a peu de jurisprudence, mais je vous ressors quand même ce qu'on peut apprendre de ce qu'on a. Il y a quelques décisions. On va regarder la façon que le juge a interprété l'avis juridique. Donc, la première décision que je vous présente, l'affaire Guindon, monsieur était un courtier immobilier qui a fait de la publicité et dans le cadre de cette publicité-là, il a parlé de la loi sur la protection du consommateur et d'autres sujets, l'évaluation municipale, certificat de localisation, etc. Il a été poursuivi par le barreau pour cette publicité-là qui relevait, selon le barreau, d'avis d'ordre juridique. Maintenant, le juge a fait une analyse qui est très intéressante, puis je vais vous citer des paragraphes que je trouve intéressants ici parce qu'il a donné des exemples d'informations juridiques, puis il a dit qu'est-ce que, selon lui, relevait de l'avis juridique. Tu peux passer sur la prochaine, oui. Donc, le juge va dire, en analysant le tout, que on ne peut pas donner une compétence exclusive aux avocats de répondre à ce qu'il appelle des demandes de renseignement. Donc, il dit, on conçoit que le législateur expose au public les droits, obligations et recours prévus dans un texte de loi. On conçoit qu'un professeur de droit ne soit ni avocat ni notaire. Donc, si la personne ne fait que répondre à une demande de renseignement, si la personne ne fait que lire un article de loi, ou même, je vous dirais, de la jurisprudence, sans faire une analyse plus poussée, on pourrait considérer qu'il s'agit là d'informations juridiques. Le juge va dire, on s'imagine mal qu'un employé dans un greffe, et vous verrez que l'exemple du greffe est repris assez souvent, un employé d'un greffe ne puisse répondre à une question de renseignement demandée par un client. Quand on réfère au greffe ici, c'est le greffe du tribunal. Rien n'empêche de fournir des informations qui ne soulèvent aucune contestation, comme par exemple que certains commerces ferment leurs portes à 21 heures, d'autres 18 heures, que l'amende minimum pour la conduite en état de faculté affaiblie est de 300 $, ou encore qu'il n'y a pas de TPS sur les arachides non salés et qu'il y en a sur celles qui le sont.
La Cour ne croit pas qu'il faille être avocat pour donner de telles informations. Cela ne correspond pas au rôle plus spécialisé qu'est ou censé être celui de l'avocat. Donc, le fait d'exposer des droits, des obligations et des recours prévus dans un texte de loi n'est pas, dans certaines circonstances, du ressort exclusif de l'avocat. Ce qui ressort de l'exercice exclusif de l'avocat, c'est de donner des consultations et des avis d'ordre juridique. Alors là, le juge dit, la seule lecture des mots nous laisse déjà entrevoir que lorsqu'on consulte ou on demande un avis, il y a matière à controverse ou à contestation. Donc, on cherche une précision sur quelque chose qui n'est pas clair. Il va dire qu'on définit dans les dictionnaires le mot « avis » comme étant ce que l'on pense, ce qu'on exprime sur un sujet, un point de vue. Donc, il dit un avis, c'est plus qu'un renseignement ou une information. Ça requiert vraiment un point de vue sur un sujet sur lequel il peut y avoir plusieurs opinions différentes. Et si ces avis-là portent sur une matière d'ordre juridique, le juge dit c'est du ressort exclusif de l'avocat. Donc ça, c'est vraiment la première fois où on a eu une analyse de ce que c'est l'avis juridique dans un contexte précis, dans un jugement. Et au final, le juge, dans l'affaire Guindon, va le déclarer non coupable. Ensuite de ça, dans les années 2000, on a eu 2 affaires dans lesquelles les juges ont apporté une définition de ce que c'est l'avis juridique selon eux. Donc, la première affaire Dumas, le juge a dit qu'il définit l'avis juridique, que c'est en principe que l'avis comporte en principe une confirmation du mandat, la description du mandat, l'exposé des faits et des documents, un examen et une réponse aux problèmes soulevés, de même que des recommandations. Alors là, on est venu vraiment émettre certains critères. Dans l'affaire Charlebois, la juge a repris cette définition-là, puis elle a ajouté la dernière phrase, la deuxième phrase. Toutes ces étapes ne sont pas obligatoires, mais elles doivent, pour l'essentiel, toucher ces aspects. Là, je vais vous parler de l'affaire Charlebois. L'affaire Charlebois qui n'est pas la même que celle que je vous ai dit tantôt. Ça, c'est une autre affaire Charlebois. Et c'est une autre occasion où la Cour a eu à se prononcer sur qu'est-ce que c'est un avis juridique. Et cette affaire-là est allée jusqu'à la Cour d'appel. Donc, on a quand même une analyse de la Cour d'appel. Ici, M. Charlebois a répondu à la demande d'un ami qui siégeait sur un conseil d'administration d'un syndicat de copropriété, qui était un des copropriétaires avait demandé à inverser des sujets à l'ordre du jour de la réunion et le membre du conseil était embêté par cette demande-là. Il a décidé de consulter un ami et de lui poser la question par rapport à la confection d'un ordre du jour. Et M. Charlebois a répondu dans un courriel et la Cour devait analyser cette réponse-là. La Cour ici va acquitter M. Charlebois parce qu'elle va trouver que ses propos relèvent davantage d'informations juridiques. On peut passer à la prochaine diapo. Ici, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est l'analyse que la Cour va faire parce que c'est à peu près le seul éclairage qu'on a, là, à part l'affaire Guindon, qu'on peut utiliser pour analyser un avis juridique. Donc, ici, la Cour va dire qu'en fait, le barreau va plaider que l'application des principes de droit à une situation donnée constitue dans tous les cas un avis juridique. Et là, la Cour va dire, moi, je ne suis pas d'accord avec cette proposition-là parce que ça signifierait que toute référence à une règle de droit par quiconque en relation avec une situation concrète constituerait une infraction à la loi sur le barreau, quelles qu'en soient les circonstances. Alors, même lorsqu'on applique des principes de droit à une situation donnée, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un avis juridique. La Cour poursuit. La Cour va dire, ainsi pourrait être poursuivie en justice pour exercice illégal de la profession d'avocat la personne qui conseille à son voisin de prendre un recours en annulation de vente d'une résidence pour vice caché, par exemple, à son ami de présenter une requête pour pension alimentaire ou voir à un codétenu de rédiger et de présenter un recours en habeas corpus. Alors, la Cour va dire, avec égard, cette interprétation ne paraît pas raisonnable. On peut passer à la... Oui. La Cour aussi va utiliser une autre définition qui est donnée par un greffe d'une cour américaine qui va définir c'est quoi l'avis juridique.
Et donc, la Cour reprend cette définition-là pour acquiescer un peu à ce qui est écrit par la définition. Encore une fois, c'est un greffe, en fait, qui a émis cette directive-là à ses employés pour essayer de définir qu'est-ce qu'un avis juridique, parce qu'on comprendra que les greffes des tribunaux répondent beaucoup à des questions des citoyens sur les recours. Et là, évidemment, la plupart du temps, on va considérer que c'est de l'information juridique que le greffier va donner aux gens qui viennent le voir, mais des fois, non. Donc ici, la définition est intéressante parce qu'on vient dire que on dit court users are asking for legal advice when they ask whether or not they should proceed in a certain fashion. Telling a member of the public what to do rather than how to do it may be giving legal advice. On peut passer à la prochaine. Donc, toujours dans l'affaire Charlebois, la Cour va venir dire que l'information juridique consiste à donner des réponses à propos du droit en général, sur les options offertes, les processus judiciaires élémentaires et de façon plus dangereuse sur la façon dont le droit pourrait s'appliquer ou s'applique habituellement. En revanche, l'avis ou le conseil consiste à donner des réponses personnalisées sur la façon dont le droit s'appliquerait à un cas particulier ou l'option qu'une personne devrait choisir ou le résultat probable qu'elle obtiendrait. Donc, si vous faites telle procédure, vous allez arriver à tel résultat. Ça, c'est clairement un avis juridique. La Cour poursuit, mais il faut encore s'assurer que les faits et gestes reprochés à la personne accusée devant les tribunaux relèvent généralement de la compétence de l'avocat en exercice. Donc là, on retourne dans la question de est-ce que c'est quelque chose de spécialisé? Est-ce qu'il y a une controverse? Est-ce que c'est quelque chose de simple? L'étude de la situation à laquelle répond l'accusé doit faire appel à une certaine connaissance des notions juridiques qui va au-delà de la personne qui n'est pas formée dans le domaine juridique. Le terme « consultation », privilégié à la loi sur le barreau, signifie notamment dans la langue ordinaire le fait de consulter un savant, un avocat, un médecin pour obtenir son avis. Donc, donner de l'information à une personne qui s'interroge, par exemple, sur le processus de convocation et de tenue d'une assemblée délibérante, comme dans le cas de M. Charlebois, ne constitue pas nécessairement un acte qui est du ressort exclusif de l'avocat en exercice sous peine de poursuite pénale. Tout est affaire de circonstances. On peut passer à la prochaine diapo. La Cour va dire que la référence à une disposition qui n'est pas la bonne ou l'énoncé informatif qui ne fait pas les nuances que l'on retrouve normalement dans un avis d'ordre juridique ne transforme pas une information inexacte et rudimentaire en avis juridique. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la Cour vient nous dire que ce n'est pas parce que l'information est inexacte que c'est nécessairement pas un avis juridique. Ça peut être inexact, ça peut être incomplet, ça peut être même rudimentaire selon les termes du juge. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un avis juridique. Parce qu'ici, dans cette affaire-là, la réponse que M. Charlebois avait offerte n'était pas exactement là-bas. La Cour a même qualifié ici, ce qui est intéressant, c'est que la Cour va le qualifier de sujet banal, quand même. Qu'est-ce que M. Charlebois a répondu. Donc, finalement, la Cour va dire « Toute personne peut lire les dispositions mentionnées par l'appelant, l'appelant M. Charlebois, de même que celles qui les précèdent et les suivent pour se faire une idée. La réponse fournie à brûle-point ne correspond pas au rôle spécialisé de l'avocat. Cette information juridique ne requiert pas des connaissances qui vont au-delà de celles de la personne qui n'est pas formée dans le domaine juridique. » Donc ici, la Cour va déterminer que la réponse de M. Charlebois, qui essentiellement, qu'est-ce qu'il faisait M. Charlebois? Il reprenait les articles du Code civil du Québec, il pointait vers les articles pour tenter de répondre à la question qui lui a été soumise. Et donc, la Cour a dit, bien, dans ce cas-là, c'est quelque chose de tellement simple qu'on considère que c'est l'information juridique. Réa, j'ai passé à une diapositive pour qu'on traite. Alors, là, on vient de faire la distinction entre c'est quoi un avis juridique, d'une part, et c'est quoi, de l'autre côté, une communication d'information juridique. Puis l'importance, évidemment, c'est que dans la première situation, l'avis juridique, tous les non-avocats, non-notaires, non-CPA, en matière fiscale, ne peuvent pas le faire. Okay? Et évidemment, ce qu'on cherche à faire ici, c'est de voir, pour ce qui est des non-avocats, non-notaires, non-CPA, qu'est-ce qui vous est permis de faire en fiscalité. Et
On vous a donné quelques exemples que je vais passer en revue là, pour, évidemment, alimenter la discussion. Donc, simplement d'analyser puis de commenter les lois fiscales, à mon sens, Réa, quand je regarde la jurisprudence, c'est pas suffisant pour tomber dans la vie juridique, dans la mesure où c'est pas personnalisé à une situation factuelle bien particulière. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais c'est ce que je comprends de la jurisprudence. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Moi, je dis ça dépend. Alors, oui, mais évidemment, il ne faut pas rentrer dans le juridique. Et lorsqu'on parle d'analyser les lois fiscales, bien, ça dépend c'est quoi l'analyse. Est-ce qu'on rentre dans les recours, les chances de succès? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui dépasse le cadre de la loi fiscale et on entre à ce moment-là dans quelque chose de spécialisé ou de juridique? Alors, tout dépend des faits. En général, oui, je peux être d'accord avec ça, mais ça dépend. Oui. L'autre exemple que je voulais soulever, c'est prendre appui sur une compréhension des lois fiscales pour, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le domaine des finances, pour, en plus de donner des conseils financiers, on cherche à maximiser sur le plan fiscal, c'est ce qu'on cherche à faire, nous, fiscalistes, la situation d'un contribuable. Qu'est-ce qui, à mon sens, quant à moi, ça devrait être permis? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce niveau-là. Non, pas vraiment. Oui, pour moi, je suis d'accord avec ça, mais encore une fois, je réitère mes commentaires de tout à l'heure. Alors, tout dépend. C'est sûr que je ne suis pas une spécialiste de la fiscalité, mais a priori, oui. Si on reste dans le fiscal, tout va bien. Troisième exemple, donner son avis sur la pertinence, l'efficacité, l'impact d'une mesure fiscale. Là, je parle aux économistes de ce monde, hein, qui sont beaucoup appelés. On en connaît beaucoup ici. Moi, à mon sens, avec ce qui a été dit dans les jugements qu'on a dit, quant à moi, c'est permis. Est-ce que je me trompe? Oui, d'accord. Ça, c'est, quant à moi, très permis. En fait, ce n'est pas également personnalisé à une situation d'un contribuable, un client. C'est de donner évidemment, de donner son opinion sur une mesure fiscale. On le voit souvent, évidemment, dans le cadre de mesures budgétaires. Finalement, réaliser des études sur la fiscalité et recommander des mesures aux autorités gouvernementales, à mon sens, ça demeure des activités permises. Ou là, à mon sens, pour encore une fois, je le répète, non-avocats, non-notaires, non-CPA, où là, évidemment, on a un grave risque, à mon sens, c'est lorsqu'on parle, par exemple, des procédures légales devant la Cour. Et le point que j'ai soulevé à Réa dans le cadre de notre délibéré, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec... Vous comprendrez qu'au niveau de la loi sur la Cour canadienne de l'impôt, un contribuable peut nommer un représentant qui peut agir pour lui devant le tribunal. J'ai dit, j'ai amené cet exemple-là. Et Réa m'a amené un autre exemple, ben oui. Puis au niveau de l'immigration, il y a des lois qui prévoient également qu'une personne peut nommer un représentant qui pourrait être un non-avocat, non-notaire, non-CPA. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et c'est quoi la réponse, Réa, à ma question? Parce que c'est le domaine fédéral. Alors, étant donné notre structure constitutionnelle, c'est sûr que nous, Ordre professionnel Barreau du Québec, on a juridiction au Québec. La loi sur le barreau est une loi québécoise en vertu du pouvoir de la province de légiférer sur les ordres professionnels, les professions. Donc, c'est sûr que dans le domaine fédéral, lorsque le fédéral vient mettre en place une règle ou une loi particulière, comme en immigration ou à la Cour canadienne de l'impôt, elle a préséance, en fait, sur la loi sur le barreau. Donc, il y a certains domaines, l'immigration et la Cour canadienne de l'impôt, c'est des bons exemples. À la Cour fédérale également, les règles peuvent être différentes en termes de conseil et représentation. L'autre exemple d'activité non permise, évidemment, là, on entre dans un contexte où on a quelqu'un qui interprète l'état de la jurisprudence et recommande à une personne, compte tenu de sa situation bien précise, de
de prendre une décision, évidemment, en matière fiscale. Et évidemment, on a une analyse des dispositions de la loi. Ça, à mon sens, c'est là où on bascule dans la vie juridique. L'autre exemple que je peux vous donner également, c'est prenons le cas où, je mentionnais au tout début, le juriste, fiscaliste, pas membre du barreau, évidemment, qui n'est pas notaire, pas CPA non plus, qui offre des planifications fiscales à une clientèle, donc communique de façon écrite comment une planification fiscale devrait être mise en place, roulement, les conséquences, et ainsi de suite. À mon sens, cette personne-là, évidemment, un risque qu'on cogne à sa porte, que Réa cogne à la porte de cette personne-là. Donc, c'est des exemples, mais évidemment, comme Réa l'a mentionné, c'est une question c'est pas noir, c'est pas blanc. Souvent, on est dans des zones grises. L'autre élément que je voulais, quelques secondes, que je voulais prendre pour mentionner que, évidemment, j'ai mentionné que le CPA est en mesure, en matière fiscale, de faire ce que l'avocat et le notaire fait en matière d'avis. On ne l'appellera pas un avis juridique, on va le dire que c'est un avis. Okay? Il n'en demeure pas moins que pour ce qui est du privilège, ça demeure exclusif aujourd'hui. Le privilège, ça demeure exclusif, la relation avocat-client et notaire-client. Alors, même si le CPA peut donner un avis sur la loi, les tribunaux ont reconnu que cet avis-là n'était pas privilégié en date d'aujourd'hui. Rapidement, ce que je voulais traiter avec vous, dans les autres provinces, on a on va prendre l'Ontario, qui est évidemment pas loin d'ici. On a également prévu que les comptables pouvaient pratiquer dans le domaine de la fiscalité, mais évidemment, on s'y est pris autrement sur le plan législatif. Donc, on est venu prévoir dans la loi, et ça c'est l'article 1, paragraphe 8, que essentiellement, puis c'est en anglais, là, mais « for the purpose of this act », donc c'est essentiellement l'équivalent de la loi sur le barreau du Québec. The following persons shall be deemed not to be practicing law. Autrement dit, on a en Ontario un nombre d'actes réservés à l'avocat, mais on vient spécifier à l'article 1, paragraphe 8, que, je vais le traduire en français, une personne qui pratique sa profession à l'intérieur même du cadre législatif prévu dans une loi provinciale n'est pas présumée pratiquer le droit. Autrement dit, dans la mesure où le comptable, CPA en Ontario, est en droit de donner des avis en fiscalité, il n'est pas réputé pratiquer le droit et donc, essentiellement, il ne contrevient pas à la loi ontarienne dans une telle situation. Donc, c'est comme ça qu'on s'est pris. On n'a pas identifié spécifiquement un statut particulier au comptable, mais on est venu l'exclure et ça a été reconnu dans la décision Lehigh qui a été rendue en Ontario. Autre exemple intéressant que j'ai observé, c'est en Nouvelle-Écosse. Là, on est venu le prévoir dans le Code des professions qu'un comptable, de façon générale, pouvait agir dans le domaine de la fiscalité, mais au niveau de la préparation de différents documents également. Donc, le Québec est particulier avec une disposition bien expresse. Il y a également la Nouvelle-Écosse et on a une disposition d'exception en Ontario et en Alberta
au Nouveau-Brunswick également, et dans les autres provinces, on est muet en ce qui concerne cette question-là. Bien évidemment, à ma connaissance, j'ai des collègues qui travaillent dans d'autres coins du pays, mais évidemment, ça semble être une pratique similaire à celle qu'au Québec. Le dernier sujet qu'on voulait aborder, Réa, c'est la situation où peut-être nous donner un peu le rôle du barreau et évidemment les conséquences de ne pas se conformer avec la loi sur le barreau. Et évidemment, je crois que c'est important pour vous de bien comprendre c'est quoi le rôle. Donc, le Barreau du Québec, comme tout ordre professionnel, la mission première, c'est la protection du public. Alors, c'est sûr qu'on a plusieurs moyens qui sont mis à notre disposition pour accomplir notre mission. On mène, en termes d'exercice illégal de la profession, là, on mène les enquêtes, en fait, lorsqu'on reçoit des plaintes, ou on peut initier nos propres enquêtes. Il y a une façon de nous acheminer les plaintes. Là, on a un site web, le site web du barreau. Il y a une section pour porter plainte pour exercice illégal. On remplit un formulaire et on transmet les documents. Et là, un enquêteur au barreau va enquêter sur la plainte. On fait aussi beaucoup de prévention au barreau, puis je pense que ça, c'est très, très important, avant même de parler des outils quand on intervient après une plainte là, ou après une enquête. On fait beaucoup, beaucoup de prévention. On essaie d'agir beaucoup, beaucoup en amont pour prévenir là, qu'on arrive même à une plainte ou à une enquête. Donc, c'est un peu l'exercice ici aujourd'hui. Là. Exactement. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait beaucoup, beaucoup d'activités comme ça pour prévenir qu'on arrive là. Et tout à l'heure, en fait, Vincent, tu me fais penser parce que tu as mentionné lorsque la personne ne répond pas à une question particulière, quand on parle de l'avis juridique, elle n'analyse pas une situation en particulier pour répondre à une situation. Puis c'est sûr que dans la définition de l'avis juridique qui a été présenté dans quelques décisions, on parle de mandat, description du mandat, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là que nécessairement il n'y a pas d'avis juridique. Donc, il y a beaucoup de cas où on va recevoir des plaintes parce que les personnes, comme dans le cas de Guindon, par exemple, ils font de la publicité ou on est à l'ère de l'Internet, des réseaux sociaux, c'est tout un défi. Donc, les gens vont publier toutes sortes d'informations qui peuvent glisser des fois dans le conseil juridique. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne s'adresse pas à une personne en particulier que nécessairement ce n'est pas un avis juridique. Et donc, on intervient beaucoup, beaucoup aussi lorsqu'on voit des publications. On va contacter les gens et on va leur dire, bien, écoutez, cette publication-là ou telle autre publication peut porter, peut être un problème. Maintenant, lorsqu'on fait une enquête et qu'on considère qu'il y a un danger pour le public, c'est sûr qu'on a plusieurs outils à notre disposition. On a l'avis, on peut transmettre des avis, on peut transmettre une mise en demeure et dans le cas le plus grave, si on peut le dire comme ça, on dépose une poursuite pénale. Donc, on est un poursuivant, le Barreau du Québec, et la personne va recevoir qu'est-ce qu'on appelle un constat d'infraction parce qu'on est en matière pénale. L'avis de conformité, on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'avis de conformité qu'on fait de poursuites. Encore une fois, on essaie d'éviter les poursuites et on considère que lorsqu'on envoie des avis aux gens, les gens se conforment. Et on a un taux de réussite vraiment très, très bon. Et on évite beaucoup aussi la récidive parce que les gens comprennent les risques, comprennent qu'est-ce qu'ils font qui n'est pas conforme à la loi et vont se conformer. Donc, un avis de conformité, un avis de sensibilisation, on le transmet vraiment pour dire à la personne, regardez, on a fait une enquête, on a vu telle chose qui peuvent être, que nous, on considère problématique. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, puis là, on va expliquer à la personne qu'est-ce qu'on s'attend d'elle. On va mettre des conditions et on va lui demander de se conformer. Et dans 98 % des cas, les gens se conforment. C'est sûr que si les gens ne se conforment pas à ce moment-là, on va prendre d'autres étapes. Là, on va aller à l'outil numéro 4. Mais la plupart du temps, comme je disais tout à l'heure, là, le succès est très bon. On peut passer à la prochaine. Donc, les sanctions, c'est sûr, en cas de poursuite, je vous ai exposé les amendes. Là, c'est des amendes qui vont entre l'amende minimale et 2 500 $ pour une personne physique par chef.
et 5 000 pour une personne morale. On a d'autres, évidemment, moyens, là, évidemment, parce que là, une poursuite pénale, ça va donner lieu à la sanction, mais ensuite de ça, évidemment, il y a les injonctions, puis il y a l'outrage au tribunal si la personne ne cesse pas son comportement. Merci beaucoup pour votre... Ah, oui. Là, je pense qu'il y avait une... Ah, c'est gentil, allez-y, allez-y. Oui, vas-y, Maurice. Petite question, est-ce que le barreau commence à réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle? Il existe des logiciels où tu rentres toutes tes coordonnées, les faits de ton dossier. L'intelligence artificielle va faire une analyse de toute la jurisprudence, va évaluer tes chances de succès. Un exemple. Dans le corridor, mais c'est aussi le représentant d'un logiciel qui permet de rentrer les faits de ton dossier, comment procéder à ta réorganisation corporative et fiscale. Est-ce que le barreau a commencé à réfléchir à l'exercice illégal de la profession par les éléments de ces logiciels-là? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est le sujet de l'heure. Puis en fait, on a même quelqu'un qui est attitré presque à temps complet sur l'intelligence artificielle au barreau. Donc oui, tout à fait. On réfléchit à ça. On regarde qu'est-ce qui existe sur le marché comme produit, puis on est très à l'affût là, de ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle. Hop, question aussi, oui. Je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est toute une question de fait. Donc, ça dépend, c'est du droit pénal, hein, donc on regarde les éléments de l'infraction puis on décide. Les faits, le contexte. Je ne peux pas vous dire, ça dépend. On va regarder tout ce que je vous ai dit tantôt comme critères, puis on va regarder qu'est-ce qui est écrit, par qui, comment, à qui, et tout le contexte autour de ça, les circonstances. Donc, je ne peux pas vous répondre tout de suite comme ça, sans avoir un document devant moi, là. Merci. Il y a madame qui Ah, veut poser vas-y. une question. L'article 9 de la Charte québécoise sur les droits de la personne parle du secret professionnel qui doit être respecté. Elle ne dit pas de quelle profession. Et je pense que pour les comptables, ils doivent respecter le secret professionnel. Donc, est-ce que on en tient compte? Parce que quand on parlait du secret professionnel, on parlait du secret professionnel de l'avocat, du notaire, mais les autres professions aussi, y compris les comptables. Oui, absolument. Donc, le comptable est assujetti en vertu de son code, et également la charte le prévoit là, pour toutes les professions, que évidemment, la confidentialité, et ça, c'est un droit qui appartient au client, hein, cet aspect-là. Le point que je mentionnais, c'est plutôt au niveau, une communication peut être confidentielle, et il y en a plusieurs, le psychologue, le médecin, mais la mention que je faisais, c'est qu'au niveau du privilège. Donc, le privilège, dans notre droit canadien, on reconnaît seulement la relation de l'avocat et son client qui est privilégiée. Okay? Et évidemment, ici au Québec, ça inclut évidemment le notaire. C'est la mention que je voulais faire. Pourquoi je voulais faire cette mention-là? C'est parce que, en vertu de l'article 141 de la loi sur le barreau, on permet au CPA de rendre des avis dans le domaine de la fiscalité qui sont similaires à ce qu'un avocat ou un notaire ferait. Ça ne veut pas dire, par contre, que cet avis-là, ce document-là, qu'il est privilégié. Alors que l'avis, le même avis qui est rédigé par un notaire ou un avocat, va être privilégié. C'est la nuance que je voulais faire ici. Merci. Merci.